Le maire de Montfermeil, ville qui compte des quartiers de grande précarité, Xavier Lemoine, va nous expliquer maintenant en 10 minutes, petit rappel de la règle du jeu, l'urgence de la lutte contre le mal-logement pour établir et pérenniser la transition énergétique. Merci à la Fondation de m'avoir à nouveau invité, et je voudrais en préambule m'appuyer sur l'intervention qui vient de se dérouler, où nous sommes projetés effectivement dans la ville du futur, et elle n'est pas que du futur puisqu'elle existe déjà, et nous avons eu tout à l'heure un certain nombre de témoignages. Et je voudrais que pendant 30 secondes, on visualise bien l'écart considérable entre ce que nous sommes en train de faire et ce que nous faisons déjà, et ces grandes nappes pavillonnaires qui sont pour la moitié construites avant les années 75, qui constituent un stock de plusieurs millions de pavillons et qui sont en périphérie de nos métropoles et qui sont dans la périphérie, dans la France périphérique, pour reprendre le terme de Guilly. Et l'exemple de Montfermeil est intéressant pour Montfermeil, soit, mais je pense qu'il concerne bien plus que la ville de Montfermeil. En tout cas, j'en suis convaincu. Et hélas, la fréquentation que j'ai de mes autres collègues, et quelles que soient les régions où ils sont, me montre à l'évidence que si ces phénomènes émergents il y a 5, 6, 7 ans dans certaines villes se sont généralisés, hélas, entre-temps, et il y a pour moi urgence. On peut prendre cette question par l'angle de la transition énergétique, on peut également le prendre par la question de la déclassification sociale, et on doit également le prendre en termes de mutation urbaine. C'est vrai lorsqu'il y a une pression démographique importante liée à une activité économique éventuellement porteuse. Ce n'est pas le cas partout en France. Alors, j'ai oublié, c'est pas grave, c'était ça. Alors, quelques rappels très rapides. Locaux, accélération du phénomène de la division du pavillon. On passe d'une boîte aux lettres à 4, 6, 8, 10, 12 boîtes aux lettres, avec des fois une famille par chambre, précarisation derrière, avec soit des familles insolvables qui se transforment en marchands de sommeil par nécessité, on va dire, soit, je dirais, tous des réseaux de marchands de sommeil qui se mettent en place sur ces nappes pavillonnaires. On peut dire également qu'avec l'Agence nationale du renouvellement urbain, on a fait notre affaire des grandes cités, où on est en train de boucler les affaires, et avec l'ANA sur les centres-villes anciens, on a aussi périmétré les affaires et on est en train d'arriver à les traiter globalement à l'échelle française. Sauf que dans le diffus pavillonnaire, les choses sont beaucoup plus compliquées, et ce n'est qu'a posteriori que par les procédures d'hygiène ou les procédures d'urbanisme, on peut intervenir. C'est après, c'est long, c'est coûteux, et on n'a pas d'outils d'anticipation ni de prévention. Cela manque considérablement. Quelques exemples, enfin juste un exemple géographique. Vous voyez des typologies de pavillons. Généralement, on vous donne le nombre de logements à partir de l'unique logement qui existait, et c'est diffus absolument partout sur la ville. Quelques chiffres, mais ils sont vrais dans bien d'autres villes. C'est important de voir que 56% de ces situations, au départ, c'était des personnes qui étaient seules ou en couple, sans enfants, et donc il y a une sous-occupation. Et si je souligne cette sous-occupation, elle peut être, me semble-t-il, en termes de mutation urbaine, voire de solvabilisation, par la division contrôlée du pavillon, une manière de retrouver des marges de manœuvre financières et techniques pour faire muter ces grandes nappes pavillonnaires. Les autres chiffres, bien écoutez, on est à peu près sur 25% du parc de la ville qui est concerné par ces questions de précarité énergétique. Alors, sans rentrer dans le détail, nous avons essayé, en notre qualité de tiers de confiance, et là, effectivement, j'ai bien aimé le terme employé hier par Dorémy Fassol-Lacido, pour dire que ce travail de persuasion auprès des propriétaires doit se faire à partir d'un tiers de confiance. Tiers de confiance qui a directement, et je le dis très simplement, comme adversaire direct, eh bien, le vendeur de chaudières à condensation, et qui vend que ça, le vendeur de panneaux photovoltaïques qui vend que ça, le vendeur de fenêtres, le vendeur de ceci, le vendeur de pompes à chaleur, le vendeur, etc., qui, lui, est là pour placer un produit, mais qui n'est pas là pour répondre forcément à un besoin. Bien, ça, c'est la grande difficulté. Donc, ce n'est pas intéressant, il y a eu ces actions-là, il y a eu même, je dirais, le club de la rénovation énergétique pour intéresser les entreprises et les artisans locaux à cette problématique et essayer de les organiser, mais pas suffisamment. Mais j'ai vu qu'il y avait hier après-midi, grâce à Dorémy, des savoir-faire plus forts que ceux que nous avons pu développer, mais on va les imiter. Et l'avantage de ces universités, c'est de pouvoir féconder les initiatives les unes avec les autres. Alors,
ensuite, il y a une autre manière, donc la question de la précarité énergétique. Et nous avons lancé, donc, dans le cadre du programme Écocité, un appel d'offres pour le développement d'outils innovants, parce qu'ils n'existent pas, ce n'est pas innovant pour innover, c'est que tout simplement il faut les inventer, duplicables, parce qu'effectivement on ne va pas passer son temps à faire 36 000 séries d'outils différents, et pour massifier la rénovation énergétique des habitations. Alors, tous les objectifs que les ministères successifs, et je ne porte aucun jugement de valeur, se sont donnés sur la réhabilitation du pavillonnaire, on est à peu près à 10% de l'objectif. Mais l'écart dont je parlais tout à l'heure et par lequel j'ai commencé, eh bien, se poursuit. Et je pense qu'il y a urgence à enfin trouver le moyen, comme l'ANRU l'a fait quand Jean-Louis Borloo a dit les cités, on arrête de délayer la politique de la ville sur des sommes qui n'emportent pas, je dirais, une modification notable et pérenne de la situation. Eh bien, sur le pavillonnaire, on a, je crois, égrené un certain nombre de programmes. OK, je pense qu'il faut tirer le bilan et se dire maintenant, il faut à la Borloo, à l'ANRU, ou prenez un autre nom, mais j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Louis Borloo, car je sais que ce que je lui dois à travers les quartiers sensibles que j'ai eus sur ma ville avec Clichy-sous-Bois, eh bien, il faut trouver quelque chose de massif. On ne peut pas rester. Donc, appel à projet. Je suis en train de dépouiller les offres avec, donc, communiquer auprès des familles, et des acteurs qui vont peut-être devoir changer leur méthode de travail, qu'on soit un peu plus intrusif dans, je dirais, la fabrication des prix et la manière dont ils s'y prennent, développer des outils innovants pour accompagner, pareil, familles et entreprises et artisans, et puis les outils réglementaires. Je pense qu'il y a des accompagnements qui ne sont pas des grands bouleversements législatifs, mais qu'il va falloir préparer pour faciliter la mutation, et je vais donner quelques exemples tout à l'heure. On peut rentrer par l'angle des marchands de sommeil, c'est ce que fait actuellement, nous sommes site expérimental, donc Clichy-sous-Bois-Montfermeil, c'est une vieille amitié, nous sommes une ancienne intercommunalité, la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec l'EPFIF, l'établissement public foncier de l'Île-de-France, qui lui a un objet réglementaire, est obligé de rentrer non pas par la précarité énergétique, il n'a pas été fait pour ça, mais par la question des marchands de sommeil. Et on essaye de voir comment venir traiter et trouver les outils en région Île-de-France pour cela. Bon. Très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est un traitement curatif qui est extrêmement lent à mettre en œuvre, extrêmement coûteux. Ça passe par des préemptions, des portages fonciers et financiers, et puis ensuite on rentre à nouveau dans les procédures de droit commun, d'insalubrité. C'est bon. Et je pense qu'on va tous conclure que c'est bien en amont qu'il faut avoir des outils de détection. Ils existent, ils sont extrêmement précis aujourd'hui. Je ne devrais pas le dire, mais je suis quasiment... avec ces outils informatiques qui croisent, je dirais, un certain nombre de bases de données, on peut savoir quasiment à l'îlot ce qui s'y passe. Alors c'est interdit par la loi, sauf que parce que le maire a une bonne connaissance de sa ville, il arrive à trouver, comme par hasard, le bon endroit, et on se trompe rarement. Et donc c'est bien passer sur cette réflexion-là qu'il faut conjuguer nos efforts. Il y a également, par le biais de l'habitat, et je note effectivement les dernières dispositions législatives qui donnent aux maires, par les autorisations préalables de mise en location ou de division de pavillons, une connaissance et puis une possibilité d'accompagnement par le fait qu'on délivre ou pas l'autorisation ou qu'on a une capacité de contrôle assez importante, eh bien, de pouvoir aller sur un début de meilleure connaissance. Mais ce n'est pas encore un traitement en amont. C'est la raison pour laquelle, et je finirai par cela, que dans l'appel à projet et les pistes d'amélioration, j'en distingue un certain nombre qui sont les dispositifs législatifs liés aux procédures de marchands de sommeil, où actuellement c'est la victime qui doit porter plainte et qui subit le coût de la procédure, la longueur, qui est souvent victime d'intimidation, et le jugement contraignant, c'est « monsieur, vous déménagez parce qu'effectivement c'est insalubre et on s'occupera après du propriétaire ». Donc je pense qu'il faut renverser un peu la marche des choses. Ensuite, le droit à la propriété est très bien défendu par la Constitution française, c'est ainsi dans notre culture, mais je souhaite que lorsqu'il y a division de pavillons ou lorsqu'on peut accorder des charges foncières pour agrandir un pavillon, l'affectation des produits ne soit pas nécessairement libre, mais qu'il soit conditionné, voire avec des aides fiscales,
à la mise aux normes de la totalité du bâti, puisque là, autrement, on encourage une forme de spéculation, mais une paupérisation en même temps, et on fait, il y a un plus grand nombre de familles ou de personnes qui sont victimes, je dirais, des mauvaises conditions de départ. Donc là, il y a tout un mécanisme vertueux, me semble-t-il, à trouver. Conditionné, donc je l'ai dit. Le droit de préemption, je souhaite que nous puissions être destinataires dans les DIA, déclarations d'intention d'aliéner, du DPE, et que lorsqu'il est trop dégradé, nous ayons une capacité à nous substituer à l'acquéreur derrière qui ne va pas faire les travaux et qui, parce qu'il va être insolvable, va être tenté de faire venir une, deux familles dans la cave, etc. Et donc que nous puissions être très en amont de ces phénomènes. Et puis, pour définitivement conclure ce que j'ai entendu, la deuxième sonnette, je dis qu'il y a urgence à agir, et je souhaite que cette université d'été puisse produire l'effet papillon pour que demain nos pavillons puissent remonter l'écart dans lequel ils s'engluent et qui, en termes d'ordre public, de dégradation sociale, sont les nouvelles menaces que je vois apparaître dans nos villes, en tout cas dans les périphéries des grandes métropoles. Merci beaucoup. Merci. Merci.